On ne l'attendait plus avec tous les rebondissements de 2021, mais ça y est, 2022 est enfin arrivé. Une année qui s'annonce elle aussi pleine de surprises, puisqu'on peut la commencer en faisant des rimes en cron, ce qui n'arrive quand même pas tous les 4 matins, un climat toujours propice à la prolifération de Covid, version Omicron, une année d'élection présidentielle en France avec peut-être un variant de Macron. On espère que vous êtes tous bien gavés de macarons pendant les fêtes pour encaisser tout ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'équipe de Podcast Science est toujours là pour vous faire sourire et vous conter la science. Et puisqu'on parle d'actualité pour inaugurer 2022, ce soir nous accueillons Morgane Guillet, journaliste et médiatrice scientifique. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022, vous écoutez l'épisode 463 de Podcast Science, bienvenue. Et ce soir, pour cet épisode, autour de notre table virtuelle, nous avons Joanne depuis Paris. Salut. Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Cléora depuis Perduville. Salut à tous. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Ce soir, c'est moi et Léa qui fait maître de cérémonie pour l'épisode. Et nous avons avec nous notre invitée, Morgane Guillet, au micro depuis Rennes. Bonsoir. Dans un premier temps, je voulais te remercier, Morgane, d'avoir répondu présent pour l'émission. Je t'ai invité après avoir découvert tes activités, puisque tu m'as contacté cette année. On en reparlera sûrement pendant l'épisode. Avant de commencer l'émission, est-ce que tu peux déjà, en quelques minutes, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et comment tu es arrivé à ce micro ? Bien, merci à vous déjà pour l'invitation. Donc moi, je suis journaliste scientifique. Je me consacre à la couverture de l'actualité scientifique et à la diffusion au grand public des découvertes les plus récentes. Et je suis également médiatrice scientifique, c'est-à-dire je fais de l'animation en face à face avec un public, souvent des enfants, avec l'association Les Petits Débrouillards. Donc une association que peut-être les auditeurs de Podcast Science connaissent déjà, puisque c'est une association nationale. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Les Petits Débrouillards comme spécificité ? C'est vraiment destiné aux enfants partout en France. Et on fait de l'animation. Oui, c'est basé sur l'expérimentation. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Du coup, puisque tu es là pour nous parler un peu de ton métier, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on devient journaliste scientifique et qu'est-ce que c'est les spécificités d'un parcours de journaliste scientifique par rapport à un parcours de journalisme classique ? Alors, comment est-ce qu'on devient un journaliste scientifique ? Généralement, on commence par faire des études en sciences. Et ensuite, si on a un intérêt pour la vulgarisation, on peut faire un master en journalisme scientifique. Il y en a 2 en France. Une autre façon de devenir journaliste scientifique, c'est de commencer à l'inverse par de la communication, des études en communication, et de se spécialiser ensuite en journalisme scientifique. C'est le cas par exemple à l'ESJ Lille, donc grande école de journalisme française, où ils ont un master qui permet ensuite de se spécialiser en sciences. Il y en a plusieurs des écoles de journalisme comme ça en France ? Alors, il y a 2 masters en France vraiment de journalisme scientifique. Et sinon, je crois qu'il y a 14 formations qui sont répertoriées sur l'AJSPI, donc l'Association des journalistes français, journalistes scientifiques français, pardon. Donc, on peut toutes les retrouver sur leur site. 14 formations, du coup, soit de communication, on peut ensuite bifurquer sur les sciences, soit de médiateur scientifique, soit de journaliste scientifique. Et du coup, je me demandais, tu penses que c'est plus facile de le faire dans quel sens ? C'est-à-dire de le faire de la science avant de faire du journalisme ou l'inverse finalement ? À mon avis, c'est plus facile de faire de la science avant de faire du journalisme parce que, il faut déjà connaître un peu le monde de la recherche pour pouvoir faire de la vulgarisation. Ça permet aussi de comprendre comment les chercheurs travaillent et du coup, c'est plus facile pour communiquer avec eux, notamment pour faire des interviews. Et puis, tout simplement, on a un bagage scientifique plus solide. On a une culture scientifique qui nous permet aussi de mieux comprendre, en fait, de quoi on nous parle quand on fait des interviews.
Et du coup, quand vous allez à l'issue du diplôme, donc c'est un niveau master, c'est ça? Oui. Et est-ce que à la fin, vous finissez avec une carte de presse qui vous permet de couvrir tous les événements comme des journalistes normaux, ou est-ce que ça fonctionne un peu différemment? Alors ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai jamais eu la carte de presse, j'en ai jamais eu besoin. En fait, il y a 3 conditions pour avoir la carte de presse. Il faut déjà être journaliste scientifique depuis plus de 3 mois et que ce soit l'activité principale, donc à plus de 50%, je crois que c'est la seconde condition. Et il faut surtout faire partie d'une boîte de rédaction, enfin d'un média. Et moi, cette année, je fais partie d'un média. Mais avant ça, je travaillais pour des institutions scientifiques, notamment à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Enfin, j'ai travaillé pendant 2 ans pour eux. Et donc, la carte de presse n'est pas reconnue pour ce genre d'organisme. Okay. Pourtant, l'intitulé de mon métier, c'était bien journaliste scientifique. Donc, du coup, pourquoi c'est différent, en fait? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'aller dans des endroits différents en tant que journaliste scientifique que quand on est journaliste généraliste? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette reconnaissance et cette possibilité d'avoir une carte de presse? Alors, je ne sais pas exactement, en fait. J'aurais dû me renseigner avant de venir. Mais en tout cas, ça n'empêche pas du tout d'exercer son métier de journaliste scientifique. Parce que pour avoir travaillé également à Science Ouest, qui est une revue qui est publiée par l'Espace des Sciences de Rennes, en fait, on contacte directement les chercheurs, on leur demande voilà, est-ce que vous pouvez me parler de l'étude à laquelle vous avez participé qui vient de sortir? Est-ce que je pourrais éventuellement prendre une photo de vous, venir voir comment vous travaillez dans votre labo? Et généralement, ils nous disent OK, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de soucis pour avoir une entrevue avec quelqu'un. Il n'y a pas des endroits où ils sont un peu plus restrictifs sur l'accès au labo ou le fait de filmer dans des instituts ou quoi? Moi, je suis pas journaliste vidéaste, donc je sais pas comment ça se passe. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour filmer, effectivement. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème jusqu'ici pour aller voir les scientifiques. Ok. Parce que je crois qu'il y a des labos où il faut signer des autorisations, où c'est assez contraignant et tout, si on veut faire... Mais comme dit, c'est peut-être juste une histoire de vidéo et de droit à l'image. Oui, alors, sûrement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que France 3 était venu faire un petit reportage quand j'étais à Lyon en thèse pour France 3 Rhône-Alpes-Auvergne dans le labo. Et effectivement, on avait tous dû signer un droit à l'image et on avait dû faire un dossier en amont pour juste autoriser les journalistes à venir dans le laboratoire parce que bon, il y a des produits qui peuvent être potentiellement dangereux. Ben, on reviendra un peu sur tout ton parcours, mais là pour l'instant juste sur l'aspect journalisme. Toi en tant que journaliste, du coup, t'as travaillé sur quel projet jusqu'à présent? En tant que journaliste et pas en tant que médiatrice, du coup scientifique, parce que j'ai aussi eu pas mal d'activités en tant que médiatrice. Donc j'ai été pigiste pour Science Ouest. Donc pigiste, c'est-à-dire que je ne fais pas partie directement de la boîte de rédaction. De temps en temps, on m'envoie un sujet et on me dit est-ce que tu as des disponibilités pour le traiter? Est-ce que ça t'intéresse? Et donc moi je dis oui ou non et on me donne un tarif, quoi. Donc pour la revue Science Ouest qui est éditée par l'Espace des Sciences de Rennes. C'était chouette de travailler avec eux parce qu'en plus, ils font toujours relire leurs articles aux scientifiques, aux chercheurs qu'ils interrogent et ça, c'est une démarche que j'aime beaucoup. Et ils mettent aussi les coordonnées des scientifiques d'ailleurs interviewés sous les articles. Et puis, j'ai travaillé donc pour l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, également à Rennes. La principale activité de l'Observatoire, c'est de répertorier toutes les données qu'on a sur la qualité de l'environnement en Bretagne. Que ce soit la qualité de l'air, de l'eau, la biodiversité, les déchets. Et il y a un pôle communication dans cet observatoire dont je faisais partie. Et donc, j'étais chargée d'écrire des articles sur les données qui étaient récupérées par mes collègues. Ok. Pour diffuser au grand public. Ouais. Du coup, dans les institutions comme ça, j'imagine que c'est pas forcément... Enfin, ils ont pas forcément des journalistes scientifiques dans leurs équipes. C'est un peu exceptionnel, non? Non, j'étais la seule. Ils ont là, dans le pôle communication, en l'occurrence, c'était des personnes qui ont fait des sciences avant ça. Et qu'est-ce qu'il y avait? On avait un designer aussi. Et puis, quelqu'un purement en communication pour s'occuper de la diffusion sur les réseaux sociaux. Ok.
Et tu parlais de Science Ouest tout à l'heure, c'est un journal que je connaissais pas du tout avant que tu m'en parles en fait. C'est quoi comme type de journal en fait? C'est vraiment un truc local sur l'actualité locale de Bretagne. Oui, c'est une revue scientifique donc qui est publiée tous les mois et qui s'occupe que de l'actualité du Grand Ouest. Donc essentiellement Bretagne, un tout petit peu Pays de la Loire. Et c'est la seule revue régionale de ce type qui existe en France. D'accord. Et ça a été à l'impulsion de qui, tu sais, un peu? Alors, je ne sais plus le nom de la personne qui a lancé ça. C'était... Ouais. C'est privé, quoi. C'est pas une institution ou un... Si, c'est la revue qui est rattachée à l'Espace des Sciences de Rennes, qui est donc une sorte de muséum scientifique. Un peu comme la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. D'accord. Donc, ils ont lancé leur propre magazine d'actu scientifique. Ouais, c'est ça. Mais ils parlent vraiment de la recherche qui se passe en Bretagne et pas de ce qui se passe forcément à l'Espace des Sciences. Ok. Est-ce que tu sais... Donc ouais, tu disais que c'était un peu la seule. Il y a d'autres médias un peu de ce type. Peut-être qu'ils font pas forcément que de la recherche, mais au moins de l'actualité scientifique, ça existe un peu. Au niveau ailleurs, régional, j'en connais pas. Après, des initiatives nationales, oui, il y en a pas mal. Ne serait-ce que la revue Epsilon là qui vient de sortir, Science et Vie, Science et Avenir, qui sont déjà bien connus. Pour la science, enfin il y en a tout plein. Alors j'ai pas suivi cette histoire dans le détail, je sais pas si toi t'as suivi plus que moi, mais du coup Epsilon c'est les gens de Science et Vie qui sont partis de la rédaction, c'est ça, et qui ont remonté... Partie de l'équipe de Science et Vie qui se sont réunis pour refaire une revue plus indépendante. Parce que Epsilon avait été racheté. Science et Vie a été racheté. Ok. Par, je ne sais plus. C'était un grand groupe de médias, c'est ça? Oui, c'est ça, par Reward Media. Je sais pas si t'as la même sensation, mais enfin moi ces dernières années j'ai l'impression d'avoir vu émerger beaucoup de chroniques sciences aussi dans des journaux un peu plus généralistes, type je sais pas le Monde, le Figaro ou des trucs comme ça. Donc est-ce que c'est un truc qui était déjà présent mais qu'on voyait moins parce que c'était moins connu, ou est-ce que vraiment il y a une volonté maintenant des médias d'avoir de plus en plus de rubriques sciences et de rajouter des journalistes scientifiques dans leurs équipes? Alors, j'ai l'impression qu'avec la crise sanitaire, là, il y a une prise de conscience du besoin de journalistes scientifiques dans les rédactions. Donc, il y a peut-être ça qui a poussé au recrutement de journalistes scientifiques. Avant ça, je ne sais pas trop, parce que ça fait pas non plus beaucoup d'années que j'ai commencé à être journaliste scientifique, 2-3 ans. Je suis sortie d'études il y a 5 ans maintenant. Donc ensuite, les évolutions dans le Figaro, au Monde, tout ça, je lis pas assez pour savoir. Ça marche. Et du coup, toi, je t'ai invité puisque tu as co-créé un nouveau média scientifique qui s'appelle Brief.Science. C'est comme ça qu'on doit le dire, ou est-ce qu'on dit juste Brief Science? Brief Science. Brief Science, mais qui s'écrit Brief.Science. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit de ce nouveau média, et puisque c'est un peu la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est de nous parler de ce nouveau truc. C'est un format qui me semblait vachement intéressant. Oui. Donc Brief Science, en fait, c'est rattaché à Brief Me et Brief Echo, que vous connaissez peut-être, non? Moi je le connaissais pas avant de découvrir Brief Science, donc je pense que pour les auditeurs tu peux remettre le contexte. Ouais, pour les auditeurs peut-être que vous connaissez. Donc Brief Me est un média qui existe depuis 7 ans déjà, et c'était un tout nouveau format à l'époque. C'est un média entièrement numérique. Il propose un récap de l'actualité journalier. Donc tous les jours à 18h, vous avez un récap de tout ce qui s'est passé durant la journée, et vous êtes sûr d'avoir une info factuelle, vérifiée, et sans publicité. Et donc nous, quand je dis nous, c'est Imen Amchish et moi, donc une collègue de master. On a fait nos études ensemble. On était toutes les deux abonnées à Brief Me, on trouvait le concept super, et on s'est dit pourquoi pas en faire une version scientifique, donc Brief Science. On a commencé à réfléchir au projet il y a à peu près 1 an, en janvier dernier, et on leur a proposé donc un format avec des actualités scientifiques.
Et on s'est dit, pourquoi pas faire un brief science hebdomadaire plutôt que journalier, parce que ça nous paraissait compliqué quand même de publier tous les jours à 18h des infos en sciences. Et donc, ils ont regardé ce qu'on a fait. Ils nous ont fait venir à Paris, on a discuté du projet, et puis finalement, ça a vu le jour. On s'est lancé, qu'on était super contente. Et donc, ça prend la forme d'une newsletter qu'on envoie une fois par semaine à nos abonnés. Donc, Brief Science comme Brief Me, ça fonctionne qu'avec des abonnements. Et on a également une émission mensuelle qu'on organise sur Twitch ou sur Facebook et YouTube en live avec des chercheurs qui viennent parler d'un sujet qui a été choisi par les lecteurs au préalable. Donc le prochain, ce sera le 19 janvier. Ça sera la première d'ailleurs, la toute première émission qu'on lance sur le stockage d'informations sur l'ADN, qui était le sujet sélectionné par nos lecteurs. Donc comment ça... Alors je reprends un peu l'historique avant qu'on revienne sur ces émissions, tout ça, ces formats. Vous êtes allés les voir, ils ont dit ok, on fait ça, et donc ils vous ont recruté en tant que journaliste pour lancer le projet. Et là actuellement vous en êtes au début, c'est-à-dire que comment vous avez déployé ça, comment vous avez créé finalement le contenu, le média, etc. Oui, on en est au tout début. Donc effectivement, ils nous ont embauchés en tant que journalistes scientifiques pour monter le projet. Et on a lancé une campagne de financement participatif en novembre. Le but, c'est d'atteindre 40 000 € pour que le projet puisse voir le jour. Donc, normalement, il n'y aura pas de problème là-dessus. On est déjà à 27 500 € et il reste une trentaine de jours. Donc pour l'instant, on a commencé à envoyer des newsletters aux premiers abonnés qu'on appelle nos abonnés fondateurs, parce que quand vous participez à la campagne de financement participatif, en fait, vous avez un abonnement pour 1 an. Et vous pouvez créer le média avec nous, c'est-à-dire qu'on vous envoie des questionnaires pour avoir vos retours sur les premières newsletters qu'on a envoyées et voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut changer, des nouvelles rubriques à créer. Donc voilà pour le lancement du projet. Pareil pour les émissions. Vos abonnés fondateurs, vous avez réussi à en rassembler combien pour l'instant, et finalement comment ça marche ce système d'abonnement en fait, comment vous financez le média? Donc c'est Brief Me et Brief Eco, donc qui est la version de Brief Me mais sur l'économie, qui existait déjà. Donc ils ont déjà des fonds, ils ont un certain nombre d'abonnés qui permettent de financer un autre projet derrière, la Brief Science. Et on a besoin en plus de la campagne de financement pour avoir, nous, nos premiers abonnés, avant tout, en plus du financement. On en a donc 550 pour l'instant, abonnés à Brief Science. C'est pas mal. Enfin, vous en espériez autant, plus. Enfin, c'était quoi votre objectif quand vous avez lancé le... On est un peu en deçà de nos attentes, mais on pense qu'on va se rattraper sur le mois de janvier là, parce qu'à Noël c'est toujours problématique pour essayer de ramener du monde sur les campagnes de financement participatif. Ok. Et alors, si tu peux aller un peu plus loin, dans le format, en fait, qu'est-ce qui différencie Brief Science d'un autre média d'actualité, par exemple, qu'on peut consommer fréquemment, un magazine ou... Je pense que la différence avec ce qui existe déjà en matière d'information scientifique, c'est que c'est un format entièrement numérique. Donc il y aura une application là qui est en cours de développement qui va bientôt sortir. Et on envoie les newsletters soit sur l'application, soit par mail, selon les personnes. Le format est très court. Ça se lit en une quinzaine de minutes maximum. Donc le but, c'est de lutter un peu contre l'infobésité en ayant seulement les informations les plus essentielles pour les lecteurs. On a également, on garantit que les informations sont vérifiées, ce qui paraît logique quand on fait du journalisme. Mais on a également un comité d'experts qui nous permet de relire nos articles, dont tu fais partie, Eléa. C'est pour ça que je t'avais contacté initialement. Et donc, ce sont des scientifiques. On en a une quarantaine maintenant. Comment ? Excuse-moi de t'interrompre, mais qu'est-ce que c'est que l'infobésité ? Alors l'infobésité, c'est la surcharge d'informations. On est confronté tous les jours à des informations un peu partout, que ce soit la publicité qu'on voit à l'extérieur ou alors nous sur nos portables ou sur la manière dont on a de se renseigner aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit passer beaucoup de choses.
On sait pas forcément faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux. On est un peu assailli d'informations et donc le but c'est de se poser 5 minutes, voilà, d'avoir quelque chose de très factuel avec l'essentiel. D'accord. Et c'est un terme qui est utilisé assez fréquemment dans le milieu du journalisme. En fait, c'est la première fois que je l'entends. Enfin, c'est une réalité que je pense que beaucoup de nos auditeurs sont conscients effectivement d'avoir beaucoup plus de sources d'informations, j'imagine, que la génération de leurs parents ou encore plus de leurs grands-parents. Mais donc c'est un terme qui est très utilisé, ouais. Oui, c'est un terme qu'on utilise dans le milieu. Ok, merci. C'est du jargon. Même les journalistes scientifiques ont du jargon, il n'y a pas qui est scientifique. Oui, ok, donc vraiment, soit une appli, soit une newsletter, et du coup vraiment des informations courtes, synthétiques, résumées, etc. Et je pense que on se différencie aussi dans le fait qu'on a beaucoup d'interactions avec nos lecteurs, enfin on essaie en tout cas. Donc on répond bien sûr à tous les mails, mais on a voulu lancer cette émission mensuelle là sur Twitch pour vraiment avoir une interaction, enfin mettre en lien le grand public avec des chercheurs directement via le chat qui permet du coup de poser des questions et les chercheurs pourront y répondre directement. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a eu des questions là depuis le début. Je crois que pas pour l'instant. Pas vraiment, mais... non. Ça marche. Mais du coup, votre objectif, c'est de fédérer un peu une espèce de communauté qui puisse avoir directement accès à des chercheurs pour leur poser leurs questions, etc. Oui, ouais. Et puis, on essaie de créer de l'interactivité également en leur proposant de choisir leur sujet, les sujets dont ils veulent qu'on parle. Donc, est-ce qu'il y a que les abonnés qui choisissent les sujets, ou alors est-ce que vous faites quand même une sélection? Comment vous fonctionnez pour choisir les sujets? Pour choisir les sujets de la newsletter, c'est nous, pour le coup, qui choisissons. Donc, ce qui prend le plus de temps dans le métier de journaliste scientifique, je pense que c'est la veille. On doit tout le temps se tenir au courant des dernières découvertes, des dernières études qui sortent. Donc, on fait une veille approfondie. Et ensuite, Imen et moi, on fait une sélection de ce qui nous paraît le plus important, que ce soit au sein de la communauté scientifique ou pour les lecteurs. Et comme on a différentes rubriques dans notre newsletter, on essaie aussi de choisir des sujets qui correspondent aux rubriques, parce qu'on a par exemple une rubrique photo, où on met une photo qui a permis de faire une découverte. Donc là, on est un peu restreint par le format. Et donc voilà comment on choisit nos contenus. On fait pas de sensationnalisme, c'est aussi la marque de fabrique de Brief.me et de Brief Echo. C'est-à-dire que si un sujet est un peu ce qu'on appelle putaclic, on va pas forcément en parler, même s'il a été, c'est ça, même s'il a été relayé par tous les médias. Qu'est-ce que t'as dit, Joanne? J'ai dit que je connais ce jargon-là, oui, pardon, putaclic. Oui, ça vous parle. Alexia, tu voulais réagir aussi? Ouais, moi j'ai juste une question. Quand tu as dit que tu faisais de la veille, je me demandais où vous faites de la veille, comment vous le faites en fait. Est-ce que c'est sur les grands journaux style Nature Science, ou sur Twitter aussi, où les scientifiques présentent leurs travaux, ou d'autres médias Comment est-ce que on vous faites diversifie beaucoup nos sources. Alors déjà, on a des agrégateurs de ce qu'on peut appeler des agrégateurs de publications scientifiques. Peut-être que vous connaissez ça, style Science Alert ou Eureka Alert. On fait notre veille là-dessus, ce qui nous permet d'avoir déjà une sélection des études qui sont sorties dans la semaine. On fait également sur Twitter, bien sûr, on suit des scientifiques connus, des vulgarisateurs aussi, par exemple des youtubeurs, parce qu'on a une petite rubrique qui s'appelle Sur nos radars, où on met en avant des contenus qui ont été produits par d'autres vulgarisateurs sur le net et qui peuvent intéresser nos lecteurs. On fait également de la veille, on reçoit tous les communiqués des institutions scientifiques françaises, donc CNRS, l'INSERM, le CNES. Enfin, c'est vraiment très diversifié. On a un petit document méthodologie de veille, on a chacune nos sources à checker en fait tous les jours. Ah ouais, donc c'est vraiment non-stop, quoi. C'est hyper récurrent. Le matin, vous commencez la journée, vous regardez tout ce qui s'est passé dans le monde scientifique et ensuite vous faites votre petite sélection pour la semaine, quoi, dans la newsletter. Ouais, c'est ça. Okay. On a ce qu'on appelle des réunions, des conférences de rédaction pendant lesquelles on fait le choix des contenus. Donc on fait d'abord une présélection entre Imen et moi, et puis ensuite... on est deux, mais on a également l'aide de Laurent et Edmond.
Donc Laurent, qui est le rédacteur en chef de Brief Me, et avec qui on fait les conférences de rédaction pour sélectionner les sujets, et Edmond aussi, qui est le directeur commercial de Brief Me, mais qui s'occupe aussi des contenus. Alors, j'imagine que vous avez quand même chacune des intérêts personnels et tout. Comment vous faites pour sélectionner objectivement les trucs qui vont intéresser le plus de gens? Parce que moi, je fais une veille, je vois une info sur les plantes, je peux en voir 14 autres qui sont intéressantes, je prends celle-là, quoi. Oui, Imen, elle est plutôt intelligence artificielle, neurosciences, et moi, j'aime bien l'astronomie, l'environnement. Donc, effectivement, il faut essayer d'être neutre. Et puis, on a des critères aussi pour essayer de voir la fiabilité des études qui sortent. Donc, on va checker l'Altmetrix. Je sais pas si vous connaissez. Alors, ça donne. Tu peux expliquer. Hein. Oui. C'est un petit outil qui permet, avec une étude, de voir si celle-ci a été beaucoup diffusée par les médias ou pas. Et donc, plus une étude a été diffusée, a priori, c'est que plus elle est importante, même si c'est pas toujours le cas. C'est un premier critère. Et on a d'autres. On a l'impact factor, donc le facteur d'impact des revues dans lesquelles sont publiées les études, qui nous donne aussi une idée de si l'étude est fiable ou pas. Et puis, on regarde bien sûr si il y a eu un comité, un comité de révision de l'étude, et si elle a été peer-reviewée. Et donc peer-reviewée, revue par les pairs. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas le sujet, on considère qu'en général une étude scientifique doit être revue et réétudiée par d'autres gens du domaine avant d'être publiée, pour avoir d'autres avis, et du coup pas publier dans son coin un truc complètement fumeux qui n'aurait pas l'aval et l'approbation de nos collègues scientifiques. Donc une étude pas peer-reviewée, on ne peut pas savoir si elle est vraiment reconnue dans le milieu scientifique ou pas. Ouais. Mais alors l'altmetric, ça m'interroge quand même, parce que du coup le score de diffusion, il est aussi lié au temps d'existence de la publi. Si elle vient de sortir, elle n'a pas forcément été beaucoup diffusée. Donc est-ce que il y a un ratio en fait? Ouais, mais comme on prend que des études qui sont sorties au cours de la semaine, on publie la newsletter le lundi, donc on fait notre veille en fait la semaine précédente. Donc c'est que des études qui sont sorties récemment. Donc déjà ça permet de voir si l'altmetrix de l'une est plus élevée que l'altmetrix de l'autre. C'est déjà que elle a priori plus d'importance, quoi. Ok. C'est vraiment pas notre critère principal, hein. C'est juste un indicateur parmi d'autres. Non, oui, je trouve ça intéressant qu'il y ait cette tendance à se tourner vers l'altmétrique, parce que c'est bien, c'est chouette de regarder si une étude est diffusée ou pas, mais en même temps, ça dépend de tellement de variables. Par exemple, le nombre d'abonnés du compte Twitter qui va le diffuser, ou ce genre de trucs, des fois, c'est aussi biaisé, quoi. Parce que il me semble que le score altmétrique, ça prend en compte la diffusion sur les réseaux sociaux, la diffusion sur plein de choses, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas notre unique critère, mais ouais. Ah, tu vois, je savais pas que c'était un truc qu'on pouvait utiliser en tant que journaliste, vraiment pour choisir une étude, pour se donner une idée, oui. Ok. Bon, c'est pas forcément ça qui va déterminer si on choisit une étude plutôt qu'une autre, dans les faits. Et puis on a aussi un réseau de scientifiques, donc ne serait-ce qu'avec notre comité d'experts, des personnes donc qui peuvent nous diffuser des études qui leur semblent importantes. Ok. Et donc altmétrique, si je me trompe pas, hein, c'est un outil que tout le monde peut un peu utiliser. Hein, le score altmétrique, on peut le consulter même si on n'est pas journaliste. Alors il y a une petite vidéo de Syllabus. Une petite vidéo de Syllabus qui est vulgarisatrice scientifique. Elle vit au Canada. Elle a fait une vidéo sur les altmetrics, et notamment le petit code que vous pouvez ajouter à votre navigateur pour quand vous êtes sur une publication scientifique, automatiquement pouvoir cliquer sur altmetrics et avoir la page altmetrics qui s'affiche, qui concerne l'étude. Et c'est pas mal pratique, du coup, quand c'est très pratique. Quand on cherche des études, parce que si vous avez le lien de l'étude et que vous pouvez pas la lire, par exemple, parce que vous n'avez pas fait 15 ans d'astrophysique,
ce qui peut être le cas pour beaucoup de monde, eh ben vous pouvez quand même avoir accès à des journaux ou des gens qui ont parlé de cette étude et donc qui ont décrypté en mots français les résultats de l'étude d'astrophysique, et ça peut être intéressant pour découvrir de la science. Tout à fait. C'est bon, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Ok. Donc oui, tu disais, je fais partie du comité. Alors oui, tu m'avais contacté pour être dans le comité de relecture, mais pour l'instant, je n'ai pas été sollicitée. Il n'y a pas eu trop d'infos sur les plantes, donc... Ouais, sur les plantes, ça risque d'être plus rare. Ça ne fait pas trop l'actualité en ce moment. On est plutôt sur la conquête spatiale, l'intelligence artificielle et le changement climatique, bien sûr. Comme d'habitude, hein. Franchement, il y a de la discrimination. Mais bon, hein. On va pas se plaindre. Et donc, après ça, quand vous avez sélectionné les infos, vous le faites systématiquement relire, du coup, à des spécialistes du domaine, et vous en avez assez pour couvrir toutes les thématiques possibles, imaginables ou presque. Non, clairement, on n'en a pas assez. La seule rubrique qu'on fait relire, en fait, c'est la rubrique la plus importante qui s'appelle « À la loupe », parce que les autres, c'est plutôt des brèves, qu'on n'a pas forcément besoin d'une relecture à chaque fois. Par contre, le « À la loupe », là, oui, à chaque fois, on fait relire. Là, cette semaine, par exemple, je travaille sur la fusion nucléaire. Et il se trouve qu'on n'avait personne au sein du comité d'experts à travailler sur le sujet. Donc, j'ai dû contacter d'autres personnes, et puis je leur propose au passage de rejoindre le comité. Ok, et ça, j'ai contacté Greg de Temerman, qui a travaillé sur le projet ITER. C'est quoi le projet ITER? Gros projet de construction d'une machine capable de produire de la fusion nucléaire. Ok, donc c'est un nouveau type de réacteur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est un projet européen, donc c'est vraiment un gros truc. Ok. Ok, donc Brief Science, et tu disais que le financement participatif était toujours ouvert. Oui, bien sûr. Donc jusqu'à fin janvier. Peut-être que c'est le moment. N'hésitez pas à vous abonner. Aux auditeurs de s'abonner, voilà, d'aller voir ce que c'est Brief Science, et puis de compléter votre financement participatif, parce que ça a l'air quand même pas mal. Et j'ai pas précisé, mais le but, c'est qu'on s'adresse vraiment au grand public, on utilise des mots simples, c'est de vulgariser au maximum. Ok. Et à chaque numéro, du coup, les auditeurs peuvent poser des questions s'ils n'ont pas compris, et vous essayez de faire en sorte de pouvoir répondre aux gens qui se posent des questions sur votre newsletter. Oui, ils peuvent. Et oui, on répond à tous les mails. Ok. Bah, ça paraît important, parce que c'est vrai que dans la plupart des médias, c'est quand même relativement unilatéral, quoi. On peut faire des commentaires, mais on n'a pas forcément quelqu'un qui va prendre le temps de nous répondre ou de nous rediriger vers quelqu'un, et donc ça peut être quand même un avantage. Si on atteint le million d'abonnés, je pense pas qu'on continuera de faire ça comme ça, mais... Mais pour l'instant, faut en profiter, c'est ça? Oui, c'est ça. Profitez-en pour l'instant. On répond à tout le monde rapidement. Ok. Et la session Twitch dont tu parlais, donc c'est quelque chose que vous ferez à quelle échéance? Je sais plus si tu l'as dit. Une fois par mois. Ok. Une fois par mois, on envoie un petit mail où on propose en fait 3 sujets qu'on présélectionne. Donc là, c'était le James Webb, le lancement du James Webb Télescope, le stockage d'informations sur ADN, et on avait aussi la reforestation, et si ça a vraiment un impact pour lutter contre le changement climatique. Et donc c'est le stockage sur ADN de l'information sur ADN qui a été sélectionné. Il y a eu une chronique dans Podcast Science à un moment, je ne sais plus dans quel épisode. Ah oui, sûr. On avait parlé de la longévité de l'ADN, justement, et si c'était possible de remplacer les disques durs par l'ADN. Je sais plus dans quel épisode c'était, par contre. Ah, j'irai voir ça. On peut le diffuser dans le chat au moment de... Donc rendez-vous le 19 janvier. Oui, c'est ça. Et donc, ouais. Pour le Twitch. Ok. Alexa et Cléora, vous vouliez rajouter quelque chose? Pas particulièrement, pardon. Moi non plus, mais moi je trouve ça quand même un sacré taf exceptionnel, parce que déjà s'attaquer à l'actualité c'est fort, au niveau hebdomadaire c'est encore plus fort, mais en plus résumer ça en quelques photos, quelques images et quelques briefs, je trouve ça incroyable, moi.
Alors clairement, il y a beaucoup de sujets qui passent à la trappe et dont on peut pas parler. Donc dans ce cas-là, on essaie de les rediffuser sur les réseaux sociaux s'ils nous ont quand même intéressés. Parce qu'à un moment, on est limité par l'espace qu'on a sur la newsletter. Et c'est vrai que c'est une bonne contrainte. Oui. Oui. Alors, du coup, tu disais, ça fait que 2-3 ans que tu exerces en tant que journaliste scientifique et tu es plutôt médiatrice scientifique à la base. Ça a été quoi tes expériences de médiation scientifique, du coup, avant ça? Donc, j'ai fait mon master en journalisme, culture et communication scientifique à Paris. Et pendant le master 2, on devait faire une alternance. Et moi, je l'ai choisi de la faire à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Et en l'occurrence, j'étais pas journaliste, mais effectivement médiatrice scientifique. Et j'ai travaillé 1 an et 3 mois, je crois, à la Cité des sciences. Et sinon, j'ai été aussi à médiatrice scientifique au Planétarium de Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. C'est un peu paumé, mais il se trouve que c'est un des plus grands planétariums de France. Et c'était très sympa, donc je commentais en fait les images qui s'affichaient sous le dôme du planétarium au micro. Et puis à la Cité des Sciences, je faisais aussi des expériences, des conférences avec le public sur différents sujets, sur tout l'environnement. J'avais une question en fait je me pose un peu depuis le début. Qu'est-ce que t'as parlé de master en communication scientifique dans ce master, surtout s'il y a des gens qui n'ont pas fait de sciences avant, quels sont les contenus en fait? C'est plus pour apprendre à lire de la science, ou est-ce que vous avez aussi des cours de sciences et des choses comme ça, ou c'est vraiment axé communication? Alors il y a vraiment pas de science, mais on avait tout le temps des projets. Donc ça va être écriture d'articles scientifiques. Donc dans ce cas-là, il faut quand même contacter des chercheurs et au final, on acquiert une culture scientifique assez forte. On avait aussi des projets vidéo. Donc j'ai fait quelques vidéos, notamment avec Valentine Delattre qui tient la chaîne Sciences de Comptoir. Je fais un petit peu de publicité au passage. Elle parle de géologie et on avait fait quelques vidéos sur sa chaîne au tout début de sa chaîne. On a fait aussi de la radio. Et à chaque fois, en fait, c'est la démarche, on emploie vraiment la démarche du journaliste. Donc, se renseigner, faire de la veille, contacter des chercheurs, des scientifiques, et puis faire la vulgarisation ensuite. Donc, expliquer avec des termes simples les concepts scientifiques compliqués. Et on apprenait des techniques, du coup, à la fois journalistiques, donc comment mettre en avant directement l'information essentielle, et puis des techniques de vulgarisation aussi. Et ça, c'est plus l'approche journaliste scientifique. D'accord, donc c'est vraiment à l'interface, en fait, médiation et journalisme. Oui. Ouais. Interface journalisme et je dirais vulgarisateur. Parce que pour moi, la médiation scientifique, c'est plutôt quand on va parler face à un public et faire une conférence, des expériences, enfin, ce que je faisais à la Cité des Sciences ou avec les petits débrouillards. Ok, donc si je résume, toi ta vision des choses, c'est le médiateur, il est face publique, etc. Le journaliste, il se renseigne sur l'actualité et il la transmet objectivement, etc. Et du coup, comment tu séparerais un peu la posture du journaliste et la posture du vulgarisateur? Où est-ce que ça se rejoint et où est-ce que ça se différencie, tu vois? Je dirais que la principale différence, c'est que le journaliste va vraiment parler d'actualité, donc informer sur ce qui s'est passé récemment, alors que le médiateur, lui, il va plutôt parler de connaissances scientifiques qu'on a déjà acquises depuis longtemps, mais les expliquer au grand public. Le vulgarisateur, du coup Oui, le vulgarisateur, oui. Okay. Et médiateur aussi. Le médiateur aussi, mais directement face à face. Après, le médiateur peut faire des liens avec l'actualité, mais c'est pas ça le cœur du métier, je dirais. Par exemple, pendant mon activité à la Cité des Sciences et de l'Industrie, j'avais fait des animations sur les neuromythes, donc les idées reçues sur le cerveau, sur la montée des eaux, donc expliquer comment ça se passe, pourquoi il y a la montée des eaux en ce moment, mais c'était pas lié à de l'actualité chaude, quoi. C'était plus des connaissances de fond. Ok.
Moi, j'ai une question peut-être un peu plus généraliste sur justement le journalisme et cette façon de traiter l'actualité, que ce soit dans le domaine scientifique ou pas. Hein, on voit que des fois, il y a des modes de sujets, des sujets qui reviennent. Il y a les fameux, comment ça s'appelle, les fameux marronniers, les sujets qui reviennent tous les ans. On appelle ça des marronniers, c'est ça en journalisme? Oui, c'est ça. Encore un jargon. Voilà, encore un jargon. Mais je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi ça s'appelle marronnier d'ailleurs. Il faudrait que je creuse, mais peut-être parce que les marronniers, je sais pas, ils font des fruits tous les ans. Je ne sais pas. Ce serait intéressant de creuser étymologiquement d'où ça vient. Tu sais peut-être? Non, je sais pas. Okay. Il me semble que j'étais déjà allée voir et puis j'ai oublié entre-temps. J'irai voir après l'épisode dans ce cas. Mais du coup, il y a ces espèces de phénomènes comme ça de news qui se propagent et puis qui circulent en boucle, etc. Des fois, on a des annonces un peu sensationnelles, des fois ça exagère, des fois ça minimise, on sait pas trop. Mais je me demandais, qu'est-ce qui est à la source de tout ça? Enfin, qu'est-ce qui donne ces informations? Comment on va vraiment au cœur de tout ce qui se passe? Et comment on fait quand on est journaliste pour avoir aux quatre coins de la France la même information authentée? On va la pêcher où, en fait? Parce que tout le monde assiste pas à l'actualité en direct. Alors, on revient un peu aux sources, en fait. C'est tout ce qui a trait à l'actualité, donc c'est les études qui sortent et celles qui font le plus de bruit, qui remontent aux oreilles des journalistes, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le biais d'autres scientifiques qui les contactent, par le réseau, que ce soit par les communiqués de presse ou par les réseaux sociaux même. Du coup, oui, il y a des sortes de modes de sujets qui reviennent. Et par exemple, là, la grosse actualité de Noël, c'était le lancement du James Webb Telescope. Et tout le monde en a parlé, même les médias généralistes. On pouvait pas faire l'impasse dessus, quoi. Et est-ce qu'il y a des sources d'infos qui sont des espèces d'agrégateurs comme ça, de communiqués de presse, ou je sais pas, est-ce que les gens qui veulent envoyer une nouvelle, ils peuvent écrire à une agence, un institut ou qui agrège les informations et que tout le monde va voir quand il est journaliste, ou ça marche comment? Non, on reçoit plutôt les actualités, enfin les communiqués par mail, et c'est nous qui choisissons à qui on s'abonne, quoi. Souvent on envoie un petit message, bon, par exemple au service presse du CNRS, de l'INSERM, et on leur demande est-ce que c'est possible de recevoir vos communiqués. Et ensuite, ils peuvent même, si on est spécialisé dans un certain domaine, par exemple en astronomie, on peut leur demander à recevoir que les sujets sur l'astronomie. Donc chaque journaliste scientifique fait un peu sa veille à sa sauce et choisit les informations dont il a besoin. Mais au final, c'est vrai qu'on se retrouve tous avec plus ou moins les mêmes actus. Alors de temps en temps, on reçoit aussi des communiqués qui sont sous embargo, donc on n'a pas le droit d'en parler avant une certaine date. Souvent la date à laquelle la publi va sortir, mais elle n'est pas encore sortie. Et ça nous permet en fait d'écrire à l'avance notre article, et le jour J, le jour où la publi sort, bam, on peut également faire paraître l'article. Et ça se fait beaucoup, cet effet de prévention comme ça à l'avance pour faire un maximum de buzz le jour J. Je dirais que j'en reçois 2-3 par semaine en ce moment. Donc ouais. Ça veut pas dire qu'on va forcément en parler, hein. Mais on reçoit, et puis ensuite à nous de voir si on a envie d'écrire un article dessus ou pas. Et alors, quand on communique dans la presse, quand on est chercheur, parce que alors je sais pas s'il y a beaucoup de chercheurs, en tout cas moi j'ai pas été confrontée de devoir communiquer comme ça sur un article qui sortirait dans la presse généraliste ou dans la presse vulgarisée scientifique. Mais comment ça se passe? Est-ce que les chercheurs peuvent directement contacter des journalistes, ou est-ce que ça doit passer par les instituts ou par Non, généralement ça passe par les institutions, à moins que les chercheurs soient directement en contact avec des journalistes. Mais c'est pas eux qui se chargent de faire la communication de leur publication souvent. Ouais, il y a des chargés de com qui s'en occupent pour eux. Ouais, moi je peux dire comment ça se passe à UCLA par exemple, parce qu'on a eu le cas pour un de nos papiers. Effectivement, on propose, nous les chercheurs, un communiqué de presse à UCLA pour leur dire on a sorti un truc dans un gros journal par exemple. Alors parfois c'est UCLA s'ils voient qu'il y a un Nature ou un Science ou un gros truc comme ça qui nous le demandent, mais en général nous on fait le communiqué de presse, on l'écrit, il est relu par les les services de communication de UCLA qui eux après l'envoient aux journalistes.
Après, c'est peut-être un peu différent aux États-Unis, mais ici, c'est comme ça qu'on fait en tout cas. Oui, je pense que c'est la même chose en France. Ouais. Donc c'est quand même les chercheurs qui doivent écrire le communiqué, qui sera ensuite relayé par l'institution pour contacter les journalistes, c'est ça? Oui, je pense que ça dépend aussi. Des fois, c'est les chargés de com qui écrivent le communiqué plutôt et les chercheurs relisent pour vérifier qu'il n'y a pas de bêtises. Ok. Très bien, très bien. Donc pas de fontaine magique d'informations globale à tous les journalistes scientifiques, alors chacun va faire sa veille dans son coin, si je résume du coup. Oui, ensuite je dirais que le Science Alert, Eureka Alert, qui sont les agrégateurs de publications, je pense qu'ils sont pas mal visités quand même par les journalistes scientifiques. C'est un peu des références. Alors, il y a 2 questions dans la chatroom. Il y a Nive qui demande où est exactement dans les Côtes d'Armor était le planétarium dans lequel tu travaillais. À Pleumeur-Baudou, à côté de Trégastel, sur la côte de Granit Rose. C'était un super cadre. J'étais dans une petite maison qui était louée par le planétarium. Donc, chaque matin, je me levais, j'avais la mer en face de moi. C'était top. Ça doit être pas mal, effectivement. Mais bon, quand tu travailles dans le planétarium, tu dois quand même être un peu enfermé dans le dôme, dans le noir. Ouais, effectivement, mais ça faisait plaisir de retrouver la mer le soir. Ok. Bah tu vois, je savais pas non plus qu'il y avait un planétarium là-bas, donc merci, j'irai voir la prochaine fois que je visite la Bretagne. Il y a aussi la Cité des Télécoms, avec un énorme dôme blanc, qui est la première antenne qui a permis une diffusion aux États-Unis d'un match de foot, je crois. Non, ça vous dit rien? Non. Pas du tout. Enfin, en même temps, j'ai une excuse. Moi, je suis de l'autre côté complètement géographiquement. Mais si les autres qui sont plus près, musée de sciences. Moi, je connaissais le planétarium, mais c'est tout. L'antenne, ça me dit rien. Eh ben, écoute, tu nous fais le Radome, un infotourisme de l'Ouest aussi. Ouais. Le Radome. Excellent. Ok. Et donc, puisqu'on est dans le traitement de l'information, donc il y a des modes de sujets, etc. Il y a des dynamiques comme ça. Est-ce que tu constates quand même qu'il y a une tendance à vouloir en faire trop et à vouloir rester dans le sensationnalisme dans la profession, ou est-ce que c'est un truc qui se calme un peu? Non, alors oui, clairement, il y a une tendance à vouloir en faire trop tout le temps. Et on est à contre-courant là-dessus, avec Brief Science. Je prends un exemple. Le premier gros sujet qu'on avait traité, c'était sur les exoplanètes. Il y a une publi qui était sortie qui répertoriait les exoplanètes depuis lesquelles on pouvait voir la Terre. En fait, s'il y avait, en émettant l'hypothèse que s'il y avait des extraterrestres sur ces exoplanètes, s'ils avaient le matériel pour pouvoir voir loin dans l'univers, ils pourraient avoir un point de vue sur la Terre. Et donc tout le monde avait tourné ça avec des titres style et si les extraterrestres pouvaient nous regarder, et si les extraterrestres nous voyaient déjà. Et nous, on a titré juste. Voilà, nous, on s'en est tenu à dire la Terre est visible depuis certaines exoplanètes. C'est tout. Surtout que c'était même pas ça, c'était spécifique. Pardon, je suis désolé parce qu'en fait c'est marrant parce que je l'ai lu récemment parce que j'en parlais. Je suis spécialiste des exoplanètes et j'en parlais dans un cours de cette publi-là. C'est les endroits en fait où, selon une certaine technique qui s'appelle le transit, les planètes sont accessibles. Du coup, en fait, ça veut juste dire toutes les étoiles qui sont alignées entre la Terre et que l'acte étoile, la Terre passe entre l'étoile et le Soleil, quoi. Voilà. Et donc c'est une minorité en fait. Enfin, il y a d'autres méthodes qui permettent sans doute de détecter la Terre aussi autrement, quoi. Oui, en plus, ça parlait d'exoplanètes qui n'ont pas encore forcément été découvertes. Oui, en plus, je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exoplanètes autour des étoiles qui sont concernées. Ça se trouve, c'est des étoiles vides. Mais ouais. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris le principe, Joanne. Est-ce que tu peux la refaire? Pardon, j'ai parlé vite. Donc, le transit, c'est la méthode qui est sans doute la plus conceptuellement facile à comprendre, où tu regardes quand est-ce que la planète passe devant son étoile. Donc, tu regardes une étoile pendant longtemps. Mais du coup, ça concerne qu'une toute petite minorité, parce que si la planète elle est un tout petit peu décalée, elle passe pas entre toi et ton étoile. Il faut vraiment que ce soit les planètes qui soient parfaitement alignées. Et donc, ce que se prenaient comme argument les auteurs de cette étude, c'est mais si on le faisait dans l'autre sens, quelles étaient les étoiles autour de nous
qui verraient la Terre transiter, donc avec lesquels on serait parfaitement aligné. Et en fait, pour qu'elle soit pas trop loin et que voilà, et en fait tu réduis, et je crois qu'ils en avaient une 60aine, quelque chose comme ça, d'étoiles, où s'il y avait une planète autour de cette étoile, elle pourrait voir la Terre transiter. Voilà. C'est pas un énorme... voilà. Mais c'est qu'une seule des méthodes de détection. Elle pourrait voir transiter quand même avec un télescope ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Donc il y avait un gros SI. Donc il faudrait qu'il y ait une exoplanète à cet endroit, qu'il y ait des gens qui vivent sur cette exoplanète et que ce soit des gens suffisamment avancés pour avoir inventé des télescopes, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et on se retrouve avec des titres et si les aliens nous voyaient. Nous voyaient déjà. Ah, c'est sûr que tout de suite ça fout plus les chocs. Après, je comprends pourquoi ils cherchent à titrer aussi comme ça. C'est pour attirer les lecteurs. Hein. Mais bon. Alors, toute cette discussion là sur le journalisme, la circulation de l'information, ça m'a fait réfléchir parce qu'entre-temps j'ai vu Don't Look Up, le nouveau film là avec Leonardo DiCaprio, et c'est vrai que, enfin, je sais pas si tu l'as vu déjà, Morgane. Non, pas du tout. Ah, pas encore. J'ai pas envie je vois pas de quoi ça parle. De trop le spoiler, mais en gros, il y a deux scientifiques, des astrophysiciens, qui découvrent qu'il y a une comète qui fonce à pleine vitesse sur la Terre et que dans 6 mois, la Terre va se faire éradiquer, quoi. Ça va être une extinction de masse comme à l'époque des dinosaures. Et donc, c'est le drame. Ils essayent d'en parler dans les médias et donc... il y a des scènes complètement hallucinantes et rigolotes où ils annoncent une mauvaise nouvelle et donc les journalistes leur expliquent que quand même il faudrait qu'ils donnent des news un peu plus positives, il leur faudrait un media training, tout ça. Enfin bref, ils se font bien bâcher. Ça aborde plein de problématiques sur la parole des scientifiques dans les médias, sur la façon dont les gens croient ou non le discours scientifique. Et ça fait vraiment écho à l'actualité et à ce qui se passe. Et donc, tu disais, il y a vraiment une tendance au sensationnalisme. Et à l'inverse, quand on fait, entre guillemets, sensationnalisme, mais pour des trucs négatifs, genre le changement climatique, on a l'impression que ça touche pas vraiment les gens parce que c'est trop abstrait, etc. Donc, finalement, toi, en tant que journaliste scientifique, enfin, je sais pas si vous réfléchissez souvent à cette question, mais c'est quoi la bonne manière d'aborder les choses pour que ça fasse tilt, quoi? Alors, je sais pas, ça a coupé, j'ai juste pas eu la fin de ta phrase. C'est quoi la bonne manière d'aborder les sujets, justement, et le ton à aborder pour que vraiment ça fasse un déclic chez les consommateurs de l'information, quoi. Alors le ton, il est toujours le même, en tout cas à Brief Science, c'est d'être le plus neutre et factuel possible. Donc la question se passe pas trop, juste on donne les résultats et les perspectives envisagées des résultats par les scientifiques et on s'arrête là en fait. On ne donne pas d'opinion, on n'essaie pas d'en faire une nouvelle positive ou négative, on donne l'information. Par contre, je dirais que par rapport au changement climatique, il y a quand même un phénomène qu'on observe beaucoup, c'est l'éco-anxiété. Donc c'est la peur de tout ce qui a trait à l'environnement parce qu'on n'a pas moyen d'agir directement dessus et ça crée de l'anxiété par rapport à l'avenir de l'humanité. Et donc on a choisi dans Brief Science d'essayer de mettre en avant des nouvelles un peu positives aussi pour contrebalancer ce qu'on peut voir dans les médias plus généralistes. Ok. De ça, c'est l'éco-anxiété, c'est un phénomène qui est documenté, que vous observez, enfin. Moi, je l'observe à titre personnel dans mon entourage, avec des personnes qui sont très préoccupées, qui savent pas quoi faire, qui ont l'impression que ça va être la fin du monde dans peu de temps. Et les médias, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles négatives qui sont relayées en priorité, mais ça revient avec le sensationnalisme en fait. Plus c'est négatif, plus ça fait sensation et plus ça accroche le lecteur. Donc on essaie aussi de lutter contre ça. Moi j'ai entendu parler même de cas de suicide, de personnes qui étaient tellement angoissées par ce genre de choses qu'elles en venaient à se tuer. Donc c'est apparemment assez prégnant, oui, je pense. Ça commence à être documenté en psychologie, ouais. Mais c'est surtout chez les jeunes. D'accord.
C'est gay, hein, ces conversations de ce soir. On a complètement dérivé. Non mais voilà, je te conseille de regarder Don't Look Up puisque ça va faire écho à plein de choses et puis il y a aussi un peu. Ouais, je note. Ce déni, enfin vraiment il y a tous les sujets, c'est magique qu'ils aient pu caser autant de trucs en 2 heures, mais voilà, il y a toute la dynamique de regardez, la fin est proche, il faut juste regarder vers le ciel, donc Just Look Up, c'est une nouvelle campagne, etc. Et puis il y a les présidentielles bientôt, donc les hommes politiques reprennent le truc en disant les scientifiques vous mentent, ne regardez pas en haut, etc. Donc c'est toutes ces dynamiques de communication et d'échanges qui sont traités, c'est vraiment excellent, quoi. Pascal, tu l'as vu aussi? Oui, je l'ai vu. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour les auditeurs, regardez-le surtout. Et un autre truc que je me demandais dans le métier de journaliste scientifique, c'est que souvent, alors moi je suis scientifique et du coup j'ai un domaine de prédilection et sur les autres domaines, mais je suis nulle. Si je dois écrire un truc sur l'astrophysique, ça me fait un peu angoisser quoi de dire des bêtises. Et donc comment on comble un peu le gap quand on est un journaliste scientifique et qu'on n'a pas forcément tout un comité de relecture, comment on fait pour quand même traiter l'information et comment être sûr d'avoir suffisamment compris pour transmettre un truc? Enfin, ça fonctionne comment? Alors effectivement, à force de faire du journalisme scientifique, on acquiert une base solide, je pense quand même en sciences, mais on est loin de tout savoir et de tout comprendre. Et je trouve que le meilleur moyen pour cerner un sujet un peu pointu, c'est de poser directement des questions aux chercheurs en fait, et de pas hésiter à même poser des questions même sur des choses qu'on a l'impression de savoir. Pas hésiter à faire un peu le naïf en fait, pour avoir un maximum de précision. Donc c'est vraiment le but des interviews. Faire relire aussi, pour être sûr qu'on n'ait pas fait d'erreur ou ni qu'il n'y ait pas d'imprécision dans nos textes. Et puis on a la chance aujourd'hui d'avoir Internet, et là il y a toute une communauté de vulgarisateurs scientifiques super actifs dont vous faites partie. Et donc ça nous permet aussi d'agglomérer des connaissances sur certains sujets qu'on maîtrise pas, quoi. Là notamment la fusion nucléaire, moi les dossiers du CEA, ils m'ont beaucoup aidé. Donc la commission énergie atomique. Et puis des conférences aussi, des conférences sur YouTube, aussi des youtubeurs, notamment Xavier Loapre de Sciences Étonnantes. J'ai regardé sa vidéo sur la fission et la fusion, ça m'a aidé à mieux comprendre. Ouais. Donc finalement, le travail des uns, c'est le travail des autres. Ouais, c'est chouette qu'il puisse y avoir de l'échange et de l'entraide dans cette communauté. C'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir accès au travail des autres, de faire relire ses scripts, etc. C'est très pratique. Et un truc que tu as dit, les communiqués d'instituts, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais sur plein de thématiques, il y a des ressources quand même assez compréhensibles et assez complètes sur plein de sites internet, sur l'INSERM, sur le site du CNRS, sur plein de choses, et on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir ces sites-là, donc je pense que c'est pas mal de rappeler aussi qu'il y a des choses. Ouais, notamment pour le Covid, si vous voulez aller chercher des informations, il y a beaucoup de choses sur la Haute Autorité de Santé, la HAS, et la Santé Publique France, et aussi l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. C'est un truc qui m'avait pas mal choqué moi au début du Covid, parce que mon entourage me disait mais il y a rien, on nous explique rien, il y a rien qui existe, etc. Et en fait c'est vrai qu'en allant voir sur ces sites il y avait déjà pas mal de choses, il y avait même des BD sur comment ça marche les vaccins, qu'est-ce qu'il y avait dedans, etc. Donc faut juste prendre le réflexe d'aller voir sur ces sources là, et on n'a pas forcément le réflexe de les voir. C'est vrai que c'est plus facile d'aller sur YouTube et de chercher une vidéo sur une thématique que d'aller voir les sites institutionnels ou autres. Ouais, c'est plus un réflexe de journaliste que du grand public. Ouais. Mais ça reste une option intéressante. Ok. Cléora, Alexa, vous vouliez rajouter quelque chose? Joanne? Peut-être juste, je pense que les gens ont moins le réflexe des fois d'aller sur des sites des institutions parce que, enfin, je sais pas Morgane ce que t'en penses, mais je trouve que parfois l'info elle est pas reliée de façon
déjà forcément toujours facile à trouver et aussi de façon toujours très accessible. Parfois, c'est, je trouve, des fois un peu compliqué ou alors sous une forme juste qui est assez indigeste. Et moi, je me rappelle qu'il y a plusieurs personnes à qui j'avais parlé au moment de la crise sanitaire qui disaient ça. Et c'est aussi pour ça, je crois, que à la base, Tania Louis avait eu cette idée sur Kesa Covid. On est plusieurs à avoir participé, qui était un collectif au début de scientifiques pendant la pandémie qui étaient chez eux pendant le confinement et qui se sont dit, bon, on a quand même quelques connaissances, même si on travaille pas sur les virus, on peut les utiliser pour aider les gens à mieux comprendre. Et ça avait fait partie d'un de ces questionnements-là aussi, qui était qu'en fait, sur les institutions, déjà, il y a des gens qui font pas confiance aux institutions, donc ils vont pas sur leur site. Et ouais, la forme est pas toujours très digeste, je trouve. Ouais, t'as raison. Oui, oui, ça dépend des institutions et ça dépend des thématiques abordées. Généralement, en fait, sur tous les sites des institutions, il y a une page destinée au grand public avec des dossiers à thématique. Mais oui, c'est pas du tout un réflexe qu'on a. Et effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de communication là-dessus. En tout cas, les ressources de Kesa Covid existent toujours. Donc, si vous avez besoin encore d'infos sur les virus, allez-y. Remarque, je sais pas s'il y en a trop là sur les dernières évolutions, mais... Non, c'est pas mal. En fait, c'était pas mal pendant le premier confinement, hein, donc je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de choses depuis 2020. Donc du coup, c'est plus à jour aujourd'hui. Mais et puis aussi parce que depuis, il y a aussi pas mal de chercheurs en viro qui ont un peu pris le pas et qui, je pense qu'aussi après chacun des chercheurs qui ont fait ça pendant le confinement sont un peu revenus à leur vie et ont essayé de rattraper le temps perdu. Donc, mais en tout cas, en 2020, il y a eu ça. Voilà, et puis pendant qu'on est dans la pub, Tania Louis a écrit tout un bouquin sur les virus qui s'appelle La folle histoire des virus, donc n'hésitez pas à l'acheter si vous avez envie d'en savoir plus sur les virus. Puis c'est dans l'air du temps, ça peut servir. Ok, très bien. C'est dans l'air du temps, littéralement. Oui, bah oui. C'est dans l'air du temps, on le respire. Du coup, on a pris l'habitude un peu par tradition et copiage des uns des autres de terminer l'épisode avec deux questions. La première, c'est quelle est la question qu'on te pose tout le temps et à laquelle tu t'es lassé de répondre? Je pense que c'est tu fais quoi dans la vie? Je vais y aller, hop, je suis repartie pour une demi-heure d'explication. Non, souvent les gens sont intéressés en plus par le métier de journaliste scientifique. Je me suis quand même lassée d'y répondre. Ok, donc c'est bon, c'est fait. Tu l'as fait à Podcast Science, tu pourras leur envoyer l'épisode maintenant, plutôt que d'expliquer toi-même. Et l'autre question, c'est quelle est la question qu'on te pose jamais et à laquelle t'aimerais bien répondre? Alors là, comme ça, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Alors, est-ce que tu as d'autres autopromotions à placer? C'est le moment. La danse, a priori, déjà. La salsa et la bachata, a priori, tout ce que je lis. Oui, tu vois ça où? Sur Toute ma vie est étalée sur Internet. Ouais, effectivement, la danse, c'est ma seconde passion, on va dire, après les sciences. Je fais partie d'une association de bachata, qui est une danse latine. Objectif Bachata, on a un stage samedi à Rennes, si ça vous intéresse. et tu n'as jamais participé au concours Danse ta thèse, non? Ou Danse ta science? Je sais pas si tu connais ce concours. Donc, je pensais que tu parlais de ma thèse en 180 secondes ou quelque chose comme ça. Ah non, Danse ta thèse, Dance Your PhD, c'est un vrai concours où les gens dansent leur sujet de thèse ou leur sujet de recherche. Ah ouais, mais c'est trop bien. Voilà, je vois bien que tu me partages ça. Regarder. Si tu aimes la danse et la science, tu pourrais faire des séquences spéciales de Brief Science en dansant un sujet, voilà. Ah ouais, non, je connaissais pas du tout. Y a une question que j'ai zappée, merci de l'avoir remis, de Barenzia, qui demande quelle est votre relation avec l'AFP? Donc l'AFP, l'agence France Presse. Agence France Presse.
Mais pas trop de relations avec l'AFP, parce qu'en fait, ils font surtout des publications sur des actualités très généralistes, un peu de science. Mais du coup, moi, je suis pas trop l'AFP. C'est pas mes sources principales. Ok, alors je regarde en même temps parce que l'AFP, moi je connais trop rien, mais c'est donc une agence de presse nationale, c'est ça ? Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais quand tu demandais est-ce qu'il y a un lieu où tous les scientifiques, journalistes peuvent avoir une information commune, typiquement l'AFP, c'en est un. Ok. Donc eux sont chargés de rester à jour et de transmettre le fil de l'info, quoi. Oui. Ok, et c'est pas trop une source d'information scientifique et vous cherchez ailleurs. Je suis jamais trop allée voir, en fait. Enfin, si, mais c'est très généraliste, donc je préfère prendre directement des sources 100% scientifiques. Ok, c'est plus du type un accident de la route sur l'A4 a fait... Non, des nouvelles un peu plus importantes quand même. Ok. Et justement, toi, en tant que journaliste scientifique et médiatrice, est-ce que tu consommes des médias scientifiques en particulier, et est-ce que tu as des recommandations à donner aux auditeurs pour s'informer sur l'actu scientifique et trouver de l'information de qualité sans courir de gros risques? C'est maintenant, tu peux faire la pub de qui tu veux. Alors, mon premier abonnement, c'était Science et Vie Junior, comme beaucoup d'entre nous, qui m'a permis d'aimer les sciences, en fait. Ensuite, j'ai continué avec Science et Avenir pendant mes études à la fac. Et puis, Science et Vie. Et finalement, j'ai arrêté tout ça. Et maintenant, je me renseigne surtout sur YouTube. Je suis beaucoup de vulgarisateurs. Enfin, de youtubeurs scientifiques. Est-ce que tu as des préférés ou est-ce qu'on va fâcher quelqu'un faire une crise diplomatique? Eh ben, j'adore Science Étonnante, David Louapre, parce qu'il explique vraiment bien. Il va très, très loin dans les sujets. Dans des sujets qui me paraissent complètement inaccessibles au premier abord. Ouais. Et sinon, en youtubeur anglophone, pour le coup, on a... Ah mince, comment il s'appelle? It's okay to be smart. It's okay to be smart. Et il parle d'un peu de tout. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait aussi. Ok. C'est tes deux préférés. C'est bon, tu gardes cela. Ouais, après on pourrait en citer beaucoup d'autres, mais... Très bien, alors abonnez-vous. Disons que c'est des sources d'inspiration pour moi. Et It's okay to be smart. Ouais. Si vous comprenez l'anglais, du coup. J'imagine que c'est pas sous-titré. C'est sous-titré en français, si. Ils sont tellement connus, en fait, aux États-Unis que... Je confirme. Il y a des gens qui font les sous-titres. Très bien. Abonnez-vous, alors, même si vous parlez pas anglais. Il y a des sous-titres, vous avez pas d'excuses. Très bien. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose? Je crois que j'ai tout dit. Abonnez-vous à Brief Science. Ouais, est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs sur leur façon de consommer l'information scientifique? Vérifiez qu'il y a toujours l'insource sur n'importe quelle information dans le texte, des données chiffrées, des affirmations. Allez voir là s'il y a bien une source primaire, si ça découle bien d'une revue scientifique. Voilà. Donc source primaire, l'article original d'où est extrait l'info, c'est ça? Ouais, j'ai pas précisé, mais à Brief Science, on met toujours le lien vers la publication dont on parle. Même si c'est incompréhensible pour la plupart des personnes, surtout que c'est en anglais, au moins il y a la source, quoi. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'effort, en tout cas, que vous faites d'aller toujours chercher des informations de première main et puis de les condenser comme ça pour que ce soit vraiment court, efficace, concis. Donc, vraiment bravo. Je pense que... Enfin, merci. Tout le monde devrait au moins aller regarder pour voir le format parce que c'est intéressant. Et j'espère que vous aurez beaucoup d'abonnés et que vous pourrez lancer ça et pérenniser ça. On espère aussi. Mais ça devrait le faire. Et bientôt sur Twitch aussi. Et sur Twitch le 19 janvier à 20h30. Donc sur la chaîne de Brief Science. Et ensuite tous les mois, oui. Sur des sujets que vous pouvez voter et voilà, des scientifiques viendront répondre à vos questions en direct.
Et je ne sais pas si tu as ramené une citation pour la fin de l'épisode. Oui, alors j'ai choisi de vous lire un petit passage d'un livre que j'ai reçu pour Noël. C'est une sorte d'essai philosophique qui s'appelle « Raviver les braises du vivant » de Baptiste Morisot. C'est un philosophe, mais il parle de science. Et il parle des solutions qu'on a aujourd'hui pour lutter contre la perte de biodiversité. Il s'appuie notamment sur le concept de la libre évolution, c'est-à-dire acheter des terres et ne rien en faire, laisser la biodiversité se développer sans aucune intervention humaine. Et je connaissais pas ce concept. Donc il y a 2 assos qui l'ont fait en France, Forêt Sauvage et l'Association pour la protection des animaux sauvages, où ils ont acheté un certain nombre d'hectares et puis ils laissent complètement la biodiversité se redévelopper. Alors, du coup, j'avais sélectionné des petits passages qui en parlent. La première idée force du projet de foyer de libre évolution, c'est donc de détourner cette invention juridique qu'est la propriété privée au profit d'autres formes de vie que la nôtre, au profit d'autres vivants que le seul propriétaire humain. La propriété donne la jouissance absolue au propriétaire, mais ici le propriétaire n'achète pas pour jouir, il achète pour restituer la jouissance à d'autres formes de vie. Dans une forêt en libre évolution, donc, vous pouvez entrer en mammifère humain. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, en sachant que pour une fois, vous êtes d'abord chez d'autres, dans leur foyer, sur leur chemin familier. En un sens, vous êtes aussi chez vous, mais pas comme un propriétaire, cette fois comme un cohabitant de la terre. Voilà, je trouvais ce petit passage inspirant. Je sais pas ce que ça vous évoque. Cohabitant de la terre, ouais. Ouais, je trouve ça hyper intéressant comme démarche militante, quoi, d'acheter pour rien faire dessus. Enfin, c'est dommage que ce soit aux associations. Ouais, c'est ça qui m'a plu aussi. C'est dommage que ce soit aux gens, aux privés, aux associations, etc., de faire ce genre de truc, parce que, bon, depuis le temps, on devrait avoir compris qu'il faut laisser une fraction de l'espace pour la biodiversité, mais c'est quand même de belles initiatives, quoi. Mais il existe des réserves, mais souvent elles sont aménagées et il y a une intervention humaine dessus, même si on dit qu'on laisse les animaux tranquilles. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de ne rien faire. Bah, il me semble qu'il y a l'association pour la forêt primaire là de Francis Allais qui veut aussi racheter une parcelle de je sais pas combien d'hectares pour recréer une forêt primaire, donc ne rien faire dessus et la laisser se développer pendant 800 ans. Ah oui, ok. Ce sera super. Parce que il y a plus de forêt primaire en Europe et puis c'est un peu triste, quoi. Oui. Et puis ça favorise le stockage du carbone aussi, extraire le CO2 de l'atmosphère. Enfin, il y a plein d'intérêts à avoir des forêts primaires. Ouais. Bon, ben en tout cas, donc la libre évolution, c'est comme ça que ça s'appelle ce. Oui, le concept c'est la libre évolution. Très bien. Engagez-vous dans la libre évolution où que vous soyez. C'est une initiative pour sauver la planète si vous êtes dans l'éco-anxiété et que vous ne savez pas quoi faire. Exactement. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté le livre. Hein. C'était pour toutes ces histoires d'éco-anxiété. Parce que tu ne savais pas quoi faire et tu cherchais des solutions aussi. Oui, ou pour les personnes de mon entourage aussi. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Est-ce qu'il donne des solutions du coup autres dans le livre aussi, ou il parle vraiment juste de ce Alors je l'ai pas fini encore, mais je crois que ça parle que de la libre évolution, ouais. Ok. Les autres, vous avez des références sur des initiatives pour lutter contre l'éco-anxiété ou dormir. Dormir, c'est bien. Ça marche bien. Un peu de méditation. J'avais des exemples en Afrique, au Cameroun, où je suis allée faire du terrain et où, en fait, l'Institut, le Congo Basin Institute, ils ont un projet qui s'appelle Ebony Project pour remettre justement des ébènes dans des parties de forêt primaires parce que, en fait, il y a eu plein d'utilisation des forêts pour des cultures et des choses comme ça. Et donc, voilà. C'est pas exactement la même chose, mais ils rachètent aussi des terres. Du coup, c'est un organisme scientifique qui rachète des terres pour essayer d'impliquer surtout, et bien sûr avec des scientifiques locaux pour recréer des forêts primaires ou rendre un peu plus primaires celles qui ne le sont plus. Trop bien. Ebony Project, ça s'appelle alors.
On le mettra dans les notes d'émission ici. Je vais essayer de rechercher les détails. Je crois qu'ils ont un site. Ok, puisqu'on parle de conservation, alors pour ceux qui nous écoutent dans la chatroom, la semaine prochaine, on accueille des représentants du Conservatoire national botanique de Bailleul pour nous parler de conservation des plantes, justement. Donc c'est bien, ça enchaîne bien sur le sujet de la semaine prochaine. On arrive à la fin de l'épisode, donc on vous rappelle d'aller sur Brief Science pour soutenir l'initiative de Morgane. Et puis voilà, comme on arrive à la fin, on espère que ça vous a plu. Merci encore Morgane d'avoir répondu présente pour l'épisode. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super. Et puis, on vous souhaite une bonne année 2022 quand même. Merci d'être toujours nombreux et nombreuses à nous écouter sur Podcast Science. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures scientifiques dans vos petites oreilles. En attendant, que servir la science soit votre joie.